Bonjour et bienvenue sur ECPOD. Un podcast réalisé dans le cadre de la campagne #Ados pas à vendre d'ECPAD France. Une campagne faite par des ados, pour des ados, afin de sensibiliser les 13-17 ans à l'exploitation sexuelle des mineurs. Dans cet épisode, les ambassadrices nous partagent leurs expériences sur le sujet. Écoutez-les proposer des idées pour lutter contre l'exploitation sexuelle des adolescents et des outils pour faire face à cette situation lorsqu'un jeune y est confronté. Bonne écoute. ECPOD. 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 Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes à la Alpajol à Paris. Je suis Inès et je suis avec Charlotte, Lina, Kenza, Lilia, Djeneba et Julie. Nous sommes les ambassadrices de la campagne proposée par l'association ECPAD France et nous allons discuter sur la traite et l'exploitation sexuelle des ados. ECPAD. En fait, il faut savoir que dans mon collège, ça se savait qu'il y avait des filles qui se prostituaient, ou en tout cas qui récupéraient de l'argent de manière un petit peu floue, obscure, on ne savait pas trop d'où ça venait. Du jour au lendemain, elles changeaient de téléphone, elles avaient des beaux vêtements, ou elles partaient le soir dans des belles voitures, pas seules évidemment. Donc en 6e, en 5e, on ne comprenait pas trop comment ça se passait. Mais à partir du moment où on commence à être éveillé un peu sur la question, on remarquait que déjà on se faisait plus accoster par des hommes à la sortie du collège qui restaient en voiture, qui baraudaient en voiture autour du collège. Ils étaient toujours dans des voitures noires, je ne sais pas pourquoi. Et je me souviens qu'au début, ils étaient gentils, ils nous disaient ça va, ils nous connaissaient, hein, à force ils nous connaissaient. Kenza, ça va, tu vas bien? Et ils nous disaient, regarde, t'as vu, j'ai acheté un nouveau téléphone. Oh, regarde, Untel, elle a ça, mais tu sais, c'est parce qu'elle reste avec nous, viens avec nous et tout. Et ils nous appâtaient un peu comme ça, en nous montrant ce qu'on pouvait pas trop avoir, nous. Et c'est comme ça qu'il y avait beaucoup de filles qui restaient avec eux et au final, elles tombaient vite dans de la prostitution. Au tout début, la première fois que je me suis fait aborder, moi personnellement, je pensais que c'était juste des gens qui n'étaient pas scolarisés, qui n'avaient rien à faire de leur vie et qui venaient parler avec nous. Je comprenais pas trop. Et puis, quand j'ai commencé à associer les noms à ces personnes-là, quand j'ai commencé à voir un petit peu et à observer, à prêter attention, j'ai vite compris. Et on a vite compris, et tout le monde a vite compris. Les professeurs étaient au courant. Tout le monde savait sans le savoir, en fait. Moi, je sais que s'il y avait eu ça dans mon lycée ou dans mon collège, on aurait fait quelque chose pour que les gens ne viennent plus devant. Enfin, pour moi, c'est aux adultes de faire ça. Ils auraient, ou même les parents, ou les enseignants, ou le personnel de l'établissement, ils auraient contacté la police, ou alors ils auraient juste été voir les gens pour leur dire de ne pas venir devant le lycée ou devant le collège. Ou ils auraient informé les enfants de ce que c'était. Si tes parents savaient ou les parents de tes copines le savaient, personne n'a rien dit? En fait, même la police, à un certain moment, elle le savait, parce que à toutes les sorties du collège, pas aux entrées, pas le matin à 8h, mais à toutes les heures de sortie, genre à midi ou le soir, il y a toujours un camion de police devant le collège. Après, est-ce qu'ils pouvaient... je sais pas trop s'ils étaient en mesure de pouvoir agir, mais je sais que tout le monde le savait, parce que quand... Les profs ne nous faisaient pas de la prévention en classe entière, mais quand on commençait à échanger en privé plutôt, à la fin de l'heure, ou quand on commençait à raconter nos vies avec certains profs, on était plus proches que d'autres, ça se savait en fait. Et on le savait un peu tous, ce qui se passait.
Si j'avais une copine, forcément, je pense que, comme toutes les amies, on aurait envie de commencer par la raisonner et de lui dire que, de toute façon, c'est dangereux. Enfin, parce qu'on le sait que ce sont des milieux où il y a pas mal de risques. Donc, je pense que j'essaierai d'abord de la raisonner, mais ça paraît plus facile à dire qu'à faire. Parce que je pense que quand quelqu'un est engagé dans un processus comme ça, c'est difficile de l'en empêcher. Et après, je ne sais pas si j'aurai assez de courage pour peut-être en parler soit à ses parents, soit à des adultes. Mais je pense qu'en parler avec des adultes, ce serait une bonne façon de peut-être l'aider à s'en sortir. Après, l'aborder comme ça pourrait la mettre mal à l'aise, à braquer complètement sur la question. Et elle saurait que si je fais ça, peut-être qu'elle ne m'en parlera pas, mais continuera à le faire en me le cachant à ses parents. Et c'est peut-être pas... l'intention, il ne faudrait pas qu'elle vienne de moi, mais d'elle pour l'avouer. La soutenir, oui, mais peut-être pas l'obliger à le dire. Moi, je suis d'accord avec Lina. Enfin, il faut que la personne ait le déclic mental personnel pour arrêter d'être dans ce processus. Et si jamais elle ne peut pas l'avoir toute seule et qu'elle demande de l'aide, bah oui, là, je contacterai des adultes. Je pense qu'on peut aussi, pour éviter de la braquer, en parler à un professeur qui évoquera le sujet en classe, mais sans parler, sans évoquer de prénom pour que la personne ne se sente pas concernée et que juste elle soit au courant que c'est pas bien. De évoquer les risques, l'emprise que ça peut avoir et voilà. Moi, je pense qu'il faut pas attendre que ça se passe, pas attendre qu'il y ait des enfants, des adolescents dans cette situation pour agir. Je pense que le plus gros du travail, en fait, il se fait avant qu'on tombe dedans. Et vraiment nous former, nous prévenir, nous dire que ça existe. Parce que avant que je comprenne ça, avant que je vois personnellement, je savais pas que ça existait. Je suis d'accord avec Enza quand elle dit qu'il faut prévenir avant que les personnes y soient confrontées, parce que quand on a 12-13 ans, je pense qu'on n'est pas capable de se rendre compte de l'ampleur du danger et de réaliser tout seul en quoi ça consiste, en fait, l'exploitation et la traite. Mais Lilia disait que les profs pouvaient, par exemple, parler des risques, mais je pense que pour que ça fonctionne, si par exemple on parle toujours de cet ami qui serait possiblement dans la situation, il ne faudrait pas vraiment présenter la chose comme quelque chose de très concret sur lequel on peut, qui est très logique, parce que peut-être que là, le prof interviendrait un peu comme un moralisateur et la personne, je pense, se braquerait encore plus. Et toujours avec ce cas de figure du professeur, peut-être pas parler des risques futurs et possibles, mais déjà de l'impact direct. Est-ce que c'est un vrai consentement ? Enfin, bien sûr que c'en est pas, mais du coup, pourquoi elle le croit et s'en est pas vraiment montré qu'il y a qu'elle est obligée de dire oui et que c'est pas un réel oui. Dans le cas où la jeune fille, elle a été prise au piège, ok. L'emprise, déjà il y a l'emprise Pour moi, l'argent, vraiment, il y a l'argent qui entre en jeu. Si c'était moi, je me mets à la place de la fille. Ce qui me tiendrait, qui me forcerait à rester dans ce milieu-là, ce serait l'argent. Parce que on le sait tous quel effet a l'argent et son importance dans notre société. Et ensuite, si on est jeune, effectivement, et qu'elle est amoureuse du garçon, il y a tout cet amour-là que le garçon a. Et peut-être qu'il lui promet aussi plein de choses, qu'il lui dit qu'il est amoureux. Et une fille de 13 ans, vivre une histoire d'amour, c'est incroyable, c'est vraiment cool. Après, je pense que l'emprise, elle va se faire aussi quand la fille, elle va avoir ça va être son issue de secours, par exemple, si elle a un cadre familial compliqué ou social, ou même social à l'école ou avec des amis, je sais pas, et qu'elle va tomber amoureuse d'un garçon, comme tu le disais, ça va être son centre du monde. Après, je pense que pour partir et pour comprendre que la situation elle est toxique et qu'elle est pas normale, c'est compliqué après. Donc du coup, moi, je pense que pour l'emprise psychologique, il y a aussi le fait de se voiler la face en quelque sorte, c'est de se dire non mais ça peut pas m'arriver à moi, il est gentil avec moi, et de se dire ça arrive qu'aux autres et pas à moi, et du coup rester bloqué parce qu'on veut pas s'avouer à nous-mêmes qu'on est coincé dans quelque chose et qu'on a besoin d'aide. Et surtout, je pense que aussi demander de l'aide, c'est aussi se mettre dans la position c'est compliqué dans cette société actuelle de se dire on a besoin d'aide, on va demander de l'aide.
Vous avez écouté ECPOD, un podcast réalisé dans le cadre de la campagne #Ado pas à vendre d'ECPAD France, en partenariat avec les associations Radioactivité et Jouir. ECPOD. ECPOD. ECPOD.